Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième journée, dernière matinée tous ensemble pour les journées Erasmus+, enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, le programme des festivités, nous allons recommencer avec une table ronde, puis vous aurez la pause avec les différents corners pour continuer à échanger avec nos collègues des plateformes Europass, EPAL, AEFA, mais également les collègues qui s'occupent de toutes les publications de l'agence. Nous avons un observatoire Erasmus+, par exemple, nous avons un journal international de mobilité. Ils sont présents pour venir vous les présenter. Ensuite aussi, nous aurons ici dans l'amphithéâtre une présentation flash de RecTech. Je ne vous en dis pas plus, comme ça affine votre curiosité, puis vous viendrez voir ce que c'est, le fameux RecTech. Et puis après, nous reviendrons dans cet amphithéâtre à 12h15 pour une clôture avec M. Erwan Petel qui va nous partager son regard sur ces deux journées. Donc sans plus attendre, commençons cette deuxième partie des journées Erasmus enseignement supérieur avec la table ronde de ce matin sur l'action clé 2, concept clé, conseils et bonnes pratiques. Et j'invite nos intervenants et modérateurs à monter sur scène. Merci à eux. Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux ce matin. On est ravis de vous avoir pour cette table ronde dédiée à la coopération entre institutions et organismes européens. Et on est d'autant plus ravis que cette table ronde permettra, on l'espère, grâce à nos intervenants qu'on va présenter juste après, de valoriser, de mettre encore plus en lumière l'action clé 2. Puisque hier, on faisait plutôt un focus sur Erasmus Mundus, puisque c'était l'occasion de célébrer les 20 ans de cette action. Là, on va rester sur une approche un peu plus globale sur l'action clé 2. Et donc l'idée, au cours de cette table ronde, c'est de vous proposer vraiment une présentation générale de l'action clé 2, de vous présenter les différents types de projets qu'il est possible de mener, de vous présenter aussi les intérêts et toute la plus-value de ce type de projet pour les établissements de l'enseignement du supérieur, puisque on souhaite en tout cas, notamment pour les établissements qui seraient un peu moins familiers de ce type d'action, on souhaite vous faire connaître cette action et surtout vous donner envie peut-être de vous lancer dans un projet relevant de l'action clé 2. Et donc pour ça, on a la chance d'avoir avec nous 3 intervenants très pertinents, et comme vous pourrez le constater, on a choisi de solliciter 3 intervenants au profil vraiment divers pour vous donner les différents points de vue sur les projets de l'action clé 2, vous donner vraiment les différents regards pour vous permettre d'avoir une approche globale des projets de l'action clé 2. Et donc, on a avec nous Fanny Lacroix-Desmas, qui est policier officer à l'unité enseignement supérieur, à la DGEA, qui travaille donc à la Commission européenne, qui nous donnera donc son regard institutionnel sur l'action clé 2 et qui nous donnera des clés de lecture et les enjeux et les attentes de la Commission européenne pour les projets de l'action clé 2. On a ensuite sollicité l'un de nos évaluateurs externes, M. Yves Cobet, qui est donc expert de l'enseignement supérieur par 2 aspects. D'une part, parce que vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Poitiers, et d'autre part, parce que vous êtes évaluateur externe sur le secteur de l'enseignement du supérieur auprès de l'agence Erasmus+ française. Et enfin, on a avec nous Lucille Pogam, qui est donc chargée de projet au service des relations internationales à Nantes Université, et qui, quant à elle, aura un regard beaucoup plus pratico-pratique, qui nous donnera une lecture plus opérationnelle sur les projets KA2, et qui donc nous donnera un témoignage concret sur les projets KA2, notamment les projets KA 220. Et on rappelle que ce matin, au cours de cette table ronde, on va vous proposer vraiment un panorama de l'action clé 2, des différents types de projets, mais on aura peut-être des témoignages et des bonnes pratiques qui s'appliqueront notamment à des projets KA 220, donc des projets de partenariat, de coopération, puisque c'est le projet que vous allez présenter ce matin. Pour autant, tout ce qui sera dit ce matin, que ce soit les bonnes pratiques, les conseils, tout ça s'appliquera de manière globale à l'ensemble des actions KA2.
Ce qu'on souhaite aussi vous montrer ce matin pour finir cette introduction, c'est que de manière générale, le programme Erasmus, à travers ses actions, cherche à pousser les établissements de l'enseignement du supérieur à se transformer, à se mettre en réseau via des partenariats, afin d'améliorer les pratiques, non seulement sur l'internationalisation, ce dont on a parlé hier, mais aussi sur plein de thématiques, que ce soit la vie étudiante, l'inclusion, la transition écologique, le lien avec le milieu socio-économique. On peut vraiment travailler sur une diversité de thématiques, et donc c'est tout ce dont on va parler ce matin. C'est aussi tout ce qui est abordé au travers des ateliers qui ont été menés hier et qui seront menés ce matin. Donc on rappelle vraiment que ce qu'on va chercher à vous montrer, c'est que sur les projets de partenariat, vous avez quand même la possibilité de faire, entre guillemets, ce que vous avez envie de faire. Vous disposez d'une grande liberté, que ce soit en termes de thématiques, de consortium. Vous pouvez travailler, et c'est toute la plus-value aussi de ce type d'action, vous pouvez travailler avec une diversité d'acteurs et pas forcément uniquement des établissements de l'enseignement du supérieur. Vous pouvez aller travailler avec des écoles, des entreprises, des collectivités locales, des associations. Et donc toute la plus-value, c'est vraiment d'aller chercher l'expertise là où elle est pour essayer de répondre au mieux aux besoins auxquels vous souhaitez répondre. Et donc pour finir cette introduction, on rappelle vraiment toute la liberté. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans la mesure, bien sûr, où votre projet s'inscrit dans les priorités du programme. Donc en tout cas, c'est ce qu'on va chercher à faire ce matin, et on espère vous donner envie de vous lancer dans un projet KA2 si ce n'est pas encore fait. Bonjour à tous, on va maintenant passer aux questions aux intervenants. Donc comme Manon nous le mentionnait, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny avec nous ce matin. Fanny qui vient de la Commission européenne, et nous allons donc lui demander de nous présenter la vision de la Commission européenne au niveau de l'action Clé 2. Quels sont les objectifs et comment cela se traduit concrètement, s'il vous plaît, Fanny ? Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de venir et que ça a été compliqué pendant la période Covid. Donc voilà, je suis très heureuse d'être parmi vous. Et avant de présenter cette action, en fait, je voulais faire un petit point sur le cadre politique pour cette action et pour Erasmus+, en général, dans le domaine de l'enseignement supérieur. En fait, il faut savoir qu'en janvier 2022, la Commission a présenté la stratégie européenne pour les universités. Malgré le titre, ça ne s'adresse pas que aux universités stricto sensu, ça s'adresse à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Et le but de cette stratégie, c'est de tirer les leçons en fait, de ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, également les chocs géopolitiques qu'on a connus au même moment, pour renforcer, d'abord montrer que l'enseignement supérieur a été à la hauteur de ces enjeux, a d'autant mieux répondu en fait qu'il y avait que les établissements étaient déjà impliqués dans de la coopération transfrontalière. Ce qu'on a constaté, c'est qu'ils nous ont dit, en fait, quand on les a interrogés, qu'ils étaient plus résilients face à ces chocs. Et donc, le but de cette stratégie, c'est vraiment de renforcer leurs capacités, de leur permettre de déployer tout leur potentiel et de développer la coopération transfrontalière. Donc, cette stratégie, elle affirme clairement l'importance de l'enseignement supérieur pour répondre aux grands défis, que ce soit les défis climatiques, le défi de la transition numérique et démographique, parmi d'autres. Elle rappelle aussi que les universités sont vraiment très très bien placées pour faire face à ces défis, de par en fait leur rôle dans la création de connaissances et dans le développement des compétences. Et donc on a fixé 4 grands objectifs dans cette stratégie. Le premier, c'est de renforcer la dimension européenne de l'enseignement supérieur et de permettre une coopération plus poussée entre établissements européens. Le deuxième, c'est de montrer la place de l'enseignement supérieur dans le modèle de société et le mode de vie européen, en insistant à la fois sur
la qualité et l'inclusion et les valeurs, la défense et la promotion des valeurs démocratiques, des valeurs de liberté académique qui ont été, comme vous le savez, et qui sont encore menacées dans certains États membres. Ensuite, la troisième priorité, c'est de renforcer Bon, il me manque une page, c'est pas grave. De renforcer les universités comme acteurs du changement dans la transition verte et digitale, donc de développer toutes les compétences qui sont nécessaires à cette double transition. Et enfin, c'est de renforcer les universités comme acteurs globaux et dans leur capacité d'internationalisation. Ces 4 objectifs, ils ont été ensuite déclinés en actions. Il y a à peu près une 50aine d'actions qui sont proposées dans cette stratégie et qui ont déjà commencé à être mises en œuvre. Et il y a 4 actions phares. Donc le déploiement de l'initiative sur les universités européennes, avec cet objectif d'avoir en 2024, et on y est presque, une 60aine d'alliances couvrant à peu près 10% des établissements d'enseignement supérieur pour avoir un effet levier. Deuxièmement, c'est de développer le diplôme européen. On vous en a un peu parlé hier. Troisièmement, c'est développer un statut pour les alliances, qu'elles soient des alliances d'universités européennes ou autres. Et quatrièmement, c'est le déploiement de l'initiative de la carte européenne d'étudiants. Donc, en gros, voilà, c'est ça. Merci Fanny. Alors on va maintenant s'intéresser à la diversité des opportunités offertes par l'action Clé 2. Donc vous les voyez illustrées à l'écran via une frise qui suggère une montée en compétences. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces actions et nous expliquer comment elles vont permettre aux établissements d'enseignement supérieur de s'internationaliser, s'il vous plaît ? Donc en fait, le principal outil pour mettre en œuvre la stratégie, c'est le programme Erasmus+. Avec le programme qui a commencé en 2021, on a légèrement modifié les opportunités qui existaient. Mais en général, ce qu'on voit, c'est que les établissements commencent par la mobilité, donc des projets de mobilité qui peuvent parfois être tout petits, et c'est déjà très bien. Si on va aller un peu au-delà, on peut développer des programmes intensifs hybrides, ou ce qu'on appelle BIP en anglais. Et parce que là, il faut déjà avoir 3 établissements d'enseignement supérieur. Et puis, si on veut encore aller au-delà, alors il y a les partenariats de coopération avec 3 niveaux de somme forfaitaire, 120 000 euros, 250 000, 400 000 euros. Et puis, si vraiment on est plus ambitieux, qu'on a la capacité également, parce que voilà, il faut avoir la capacité de gérer ces projets-là, d'absorber les fonds, alors on peut se tourner vers les alliances pour l'innovation, les projets prospectifs, Erasmus Mundus, dont on vous a beaucoup parlé hier, les académies des enseignants, et puis les universités européennes que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent. Il faut savoir que ces projets, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. C'est-à-dire que si vous faites partie d'une université européenne et que vous souhaitez développer d'autres choses, par exemple, candidater pour un partenariat de coopération, ça fait tout à fait sens. Dans les ateliers, vous verrez, je crois, il y a une alliance qui s'appelle UNITA, mais il y en a d'autres également, qui ont utilisé KA220 pour développer ces coopérations, à condition évidemment qu'il n'y ait pas un double financement. Merci Fanny. Alors maintenant, on va se focaliser sur l'action clé qui est gérée par l'agence de Bordeaux, à savoir l'action clé 220. Est-ce que vous pouvez nous préciser les ambitions de la Commission européenne en la matière et quels seraient les intérêts pour les établissements d'enseignement supérieur de participer à cette action ? Le but, en fait, c'est vraiment d'accroître la qualité et la pertinence des activités qui sont mises en œuvre au quotidien par les établissements d'enseignement supérieur, de développer et de renforcer leurs partenariats, d'améliorer leur capacité à coopérer au niveau transfrontalier et aussi transsectoriel,
de permettre aux organisations de développer de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes, de soutenir en fait le développement, le transfert et la mise en œuvre de pratiques innovantes. Le but étant que, au final, on ait des résultats qui soient concrets, réutilisables, transférables dans d'autres contextes. Et il faut bien sûr les disséminer au niveau local, régional, national et international. Et voilà. Et il faut également que ces projets répondent aux priorités du programme. C'est ça. Et nous allons justement arriver aux priorités. Ah pardon, je n'appuie pas sur le bon bouton. Voilà. Donc là, nous avons les 4 priorités horizontales qui sont communes à tous les secteurs. Oui, je pense que vous les connaissez tous. Donc il y a l'inclusion et la diversité qui est vraiment une priorité fondamentale du programme Erasmus qui se retrouve dans KA1, dans KA2, enfin dans KA3, il y a un peu tout. Il y a la priorité que je dirais un peu plus nouvelle concernant la transition écologique et la transformation numérique. Là encore, on l'a vu qu'elle est déclinée pour l'enseignement supérieur dans la stratégie européenne pour les universités. Et puis, il y a la 4e priorité qui est parfois un peu sous-estimée, mais qui est très intéressante, qui est portée en général par les associations étudiantes, qui concerne la participation et l'engagement civique. Et notamment, on l'a vu au moment des élections que c'était fondamental pour intéresser les jeunes et montrer tout ce qui se fait au niveau européen et l'importance de s'engager, pas simplement au moment des élections, mais tout au long de son parcours. Ensuite, il y a les priorités spécifiques, sachant qu'en fait, un projet, il doit choisir au moins une priorité horizontale et ou une priorité spécifique à l'enseignement supérieur. Il y en a 8. Je ne vais pas toutes les présenter parce que vous les retrouvez très bien décrites dans le guide du programme. Mais je voulais faire un peu un focus sur la première priorité qui concerne en fait des établissements d'enseignement supérieur interconnectés. Donc favoriser la coopération, qu'elle soit une coopération classique, mais ça peut être aussi une coopération hybride, virtuelle. Favoriser la coopération pour en fait accroître la qualité, la reconnaissance aussi de la mobilité. Donc inclure les principes du processus de Bologne, l'assurance qualité, les valeurs académiques, la carte européenne d'étudiants. Il y a l'innovation aussi, et vous verrez qu'il y a un atelier sur l'innovation pédagogique après, avec le développement d'innovation dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage. Avec les microcrédits, etc., enfin les micro-certifications. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle STEAM ou STIAM en français. C'est les sciences, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques en lien avec les humanités et la place des femmes qu'on souhaite voir vraiment s'accroître. Et il y avait une priorité que vous vouliez particulièrement mentionner aujourd'hui, c'est la priorité relative au soutien à l'Ukraine. Oui. Qui est méconnu et qui est pourtant largement financé par le Parlement européen. Oui, en fait, le Parlement a renforcé le budget Erasmus de plusieurs dizaines de millions d'euros il y a 1 ou 2 ans, suite à la guerre en Ukraine. Et donc, il y a cette priorité 8 qui est nouvelle, mais qui est très intéressante pour en fait renforcer les capacités des établissements d'enseignement supérieur ukrainiens à coopérer. C'est vrai qu'elle est peu développée en France, enfin peu choisie, alors qu'à l'Est, elle est très présente, notamment en Pologne, dans les pays baltes, parce qu'il y a des liens historiques. Mais je vous invite vraiment, parce que je pense que la France a des choses à apporter, donc n'hésitez pas à élargir vos partenariats avec des établissements ukrainiens, ils sont demandeurs. Donc on avait juste une slide qui présentait un petit peu l'évolution des... Alors, voilà.
du budget et des candidatures déposées. Juste pour vous donner un ordre d'idée, mais je pense que pour respecter le temps, on va devoir se tourner vers notre deuxième intervenant, Monsieur Yves Cobet. Merci Fanny pour ces éclairages. Vous voyez à l'écran un récapitulatif des ressources qui peuvent vous aider à candidater sur un projet de partenariat de coopération. Après, gardez également en tête que le département promotion de l'agence est à disposition pour vous accompagner dans ces démarches. N'hésitez pas à nous contacter. Merci Fanny pour ces éclairages. Monsieur Cobet, on se tourne donc vers vous. Vous êtes évaluateur externe pour l'agence et à ce titre, vous avez vu passer pas mal de dossiers de candidature. À partir de votre expérience, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments qui, selon vous, permettent de définir un bon projet de partenariat de coopération ? Je vais essayer. Merci beaucoup pour cette invitation, en tout cas de participer à ces journées très intéressantes. Effectivement, en tant qu'évaluateur, mais j'avais aussi coordonné et donc porté une candidature de Master Erasmus Mundus il y a longtemps, en 2007. Et ensuite, j'avais aussi un petit peu, en tant que directeur adjoint de la faculté des sciences, être amené à gérer la partie gestion des programmes. Donc ça permet d'avoir une vue un petit peu plus large. Donc ce que je fais, en fait, c'est reprendre un petit peu la liste, mais qui est connue de tout le monde. C'est à chaque fois des sous-critères qui font partie de la grille d'évaluation. Et sur la partie projet, Fanny l'a rappelé, c'est des projets qui permettent une créativité, une originalité. Chaque candidature, en fait, est originale. Elle est innovante la plupart du temps, mais toujours originale, puisqu'elle doit répondre à un besoin identifié clairement au niveau de l'espace de l'enseignement supérieur européen. Donc c'est intéressant pour les gestionnaires, je pense, d'avoir des projets différents à gérer. C'est intéressant aussi pour les porteurs, puisqu'ils peuvent créer des choses qui ne sont pas faites par définition. Et c'est aussi intéressant du point de vue des évaluateurs, puisqu'on voit des dossiers qui sont constamment différents et toujours enrichissants. Et c'est aussi intéressant de voir dans l'évaluation des rapports finaux qu'est-ce qui a pu être mis en place, quelles sont les difficultés, etc. Donc c'est toujours intéressant. Donc, il y a cet aspect original et créatif. Donc chaque projet est unique et chaque candidature devrait aussi être unique. Et justement, en 2006, je crois, 2006-2007, quand j'avais participé à une réunion à Bruxelles où des experts de programme Erasmus Mundus intervenaient, il y a un mantra qui était extrêmement important, c'était des candidatures doivent être claires et convaincantes. Et en fait, avec ces deux mots, c'est quelque chose qui reste profondément imprégné. La candidature doit être claire, c'est-à-dire que les évaluateurs doivent trouver tous les éléments d'évaluation qui sont prévus dans la grille. Tout est transparent, donc il y a une liste de sous-critères. Je vais parler des plus marquants, ceux qui sont recherchés, évalués vraiment dans le détail. Mais c'est important d'apporter des réponses à tous les éléments et d'être convaincant, c'est-à-dire de donner des informations spécifiques au projet, de ne pas donner des phrases génériques qui en fait sont communes, ne veulent pas dire grand-chose, on trouve des mots-clés, mais en fait on n'a pas l'essence du projet, la philosophie ou la vision du projet. Et c'est ça qui va convaincre en fait l'évaluateur au fur et à mesure de la lecture, même s'il y a des imperfections, on voit qu'il y a une originalité, qu'il y a une imprégnation forte de la part du porteur. Donc Fanny a parlé des priorité nationale européenne, donc je ne vais pas y revenir. C'est évidemment un point important et rédhibitoire. Il y a un aspect qui est extrêmement important dans l'évaluation du projet, c'est l'analyse des besoins. Il faut absolument que cette analyse ait été faite en amont, de façon à identifier clairement des objectifs. Et c'est cette identification des besoins et des objectifs qui va conditionner ensuite la qualité du consortium, l'étendue géographique du consortium, le lien avec d'autres milieux, d'autres secteurs professionnels, socio-économiques, associatifs, etc. Et aussi les activités qui vont être mises en place, donc les résultats et donc les impacts. Donc c'est de cette analyse des besoins que découle tout le projet en fait. Donc il y a toujours une attention très 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 forte de la part des évaluateurs sur cette analyse des besoins qui conditionne le public cible, qui doit apparaître très clairement. Et il faut que les activités touchent ce public cible, puisque c'est la cible, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, la chose aussi la plus importante, c'est qu'il faut qu'il y ait une valeur ajoutée européenne, c'est-à-dire que le projet doit dépasser l'amplitude ou le rayon d'action d'une université française. C'est-à-dire que ce projet ne peut pas être mené à bien seul. Il faut forcément s'allier avec d'autres partenaires dans une dimension clairement européenne.
Merci. Ce qui nous permet d'arriver à la seconde slide sur la constitution du consortium, justement. Dans mon travail au quotidien, j'ai eu souvent l'occasion de constater que les consortiums relevant des projets de l'enseignement supérieur sont quasiment exclusivement composés d'universités. Est-ce que, selon vous, ils gagneraient à s'ouvrir à d'autres types d'acteurs et quels conseils vous auriez à donner sur cet aspect? Tout dépend du projet, évidemment. Il y a certains projets où on ne comprend pas qu'il n'y ait pas de partenaires du secteur non académique, qui sont les acteurs de terrain de ce projet. Donc, je l'ai dit, ça peut être des associations, tout ce qui est dans le milieu culturel ou socio-économique ou professionnel, des groupements d'intérêt public industriel ou d'intérêt professionnel, je pense. Enfin, des structures, des collectivités territoriales, des administrations territoriales, essayer de couvrir, en fait, depuis l'analyse de besoins jusqu'au champ d'action de ces acteurs. Donc, c'est toujours important d'avoir cette pluralité des compétences professionnelles complémentaires. En plus et essayer de l'avoir dans les différents pays représentés, ce qui n'est pas forcément facile. Par contre, si un pays est plus équipé pour telle ou telle structure, ça peut aussi être un transfert de bonnes pratiques et créer ces choses dans d'autres pays de l'espace européen. Il y a aussi une complémentarité géographique. Selon les projets, on cherche à couvrir des gradients nord-sud ou est-ouest ou la zone méditerranéenne, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui apparaît. Et puis tout ce qui va être complémentarité culturelle, linguistique, ça conditionne aussi la langue d'usage ou la langue des résultats. Et cette synergie entre les secteurs professionnels, voire entre les domaines d'éducation, c'est aussi un des sous-critères qui est mis en avant au niveau de la candidature, du programme en lui-même. Et un aspect plus qualitatif aussi, mais c'est sur la collaboration. Il est important de voir que c'est un consortium, c'est pas un agglomérat de partenaires qui sont là pour les réunions, ou un cortège de partenaires B qui suivent l'organisme leader, mais que c'est vraiment un consortium, un travail collaboratif où chacun trouve une place. Donc ça se voit au niveau financier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un captage des finances par le porteur. On voit que c'est en fonction des responsabilités, de l'implication des partenaires, qu'ils sont impliqués dans les résultats, dans la mise en place, dans l'évaluation qualité, dans la promotion, qu'il y a vraiment un travail en commun. Merci. Alors maintenant, on va passer sur les aspects un peu plus pratiques du projet. Est-ce que vous auriez des conseils à donner sur la gestion et la mise en œuvre? Alors, hier, dans l'atelier 2, il y a eu 3 témoignages. Et en fait, c'est intéressant de voir que ce que les porteurs mettent en avant de leur projet comme bonne pratique, c'est exactement ce qu'on attend et ce qui est séduisant dans la lecture des candidatures. C'est ce qui est extrêmement important pour que ça fonctionne dans la gestion, la mise en œuvre, c'est justement cette création d'équipes au sein des institutions, avec du personnel des services dédiés, financiers, relations internationales évidemment, qui ont des compétences propres et importantes. Et puis les compétences thématiques plutôt liées à l'objectif thématique du projet. Et créer cette équipe de pilotage au sein de chaque partenaire, et surtout le porteur, est extrêmement important et garante de la suite. Évidemment, tous les organismes qui peuvent candidater n'ont pas un service des relations internationales avec des dizaines de personnes, notamment si c'est des lycées professionnels, ça peut être très compliqué de regrouper des équipes de plusieurs personnes. Donc ça repose souvent sur 1 ou 2 personnes clés, et ça amène à la sensibilité ou la fragilité des projets qui sont liés à une seule personne qui est extrêmement motivée, qui est moteur. Mais s'il y a un burn-out ou un problème personnel, le projet risque de s'effondrer. Donc c'est important notamment d'aborder un autre aspect de la candidature qui est l'évaluation des risques. C'est très bien perçu par les évaluateurs qu'il y a une analyse des risques et de proposer
ce qu'on peut proposer à l'instant T, c'est-à-dire au moment de la rédaction de la candidature, comme solution. Évidemment, toutes les candidatures de 2019 n'avaient pas forcément prévu qu'il y ait le Covid et l'impact au niveau international. Donc après, il faut savoir s'adapter, mais le fait d'anticiper, de commencer à réfléchir à ce qui peut se passer, ça peut permettre de se préparer, c'est l'adaptation biologique en fait, à s'adapter à ce qui va se passer. Et en étant préparé, on réagit beaucoup plus efficacement. Ça va nous permettre d'arriver sur la notion d'impact, justement, et la notion de pérennisation du projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce point ? Sur les impacts, en fait, vont être... alors, il y a la partie indicateur aussi qui est importante, c'est lié aux impacts, mais il y a aussi la notion d'indicateur lié aux résultats, c'est-à-dire évaluer la qualité des résultats. Donc, c'est aussi important d'avoir ces indicateurs numériques. Et je parlerai rapidement, en fait, les impacts sont importants, évidemment, mais il y a beaucoup de guides, et c'est quelque chose qui est souvent bien pris en compte dans la candidature. Par contre, il faut veiller à dépasser l'impact de l'organisme, c'est-à-dire essayer d'aller au-delà et d'envisager les impacts au niveau de la région, au niveau national, et puisqu'il y a une plus-value européenne, au niveau de l'espace européen. Et il y a de nombreux guides que propose l'agence sur ces impacts. Et sur les priorités transversales, je vais peut-être revenir sur une priorité qui est la transition écologique et énergétique, qui est encore très peu présente, parce que souvent c'est relié à la notion de transport, c'est-à-dire promouvoir les transports moins impactants au niveau émissions carbone. En fait, c'est vraiment des choses qui doivent être prises en compte dans la mise en œuvre du projet. Mais si, et j'espère que c'est le cas pour tout le monde, si vous êtes conscient de la nécessité de changer son mode de vie dans le cadre de cette transition énergétique et écologique, vous n'allez pas forcément agir que sur vos transports. Vous savez que ça prend en compte aussi l'aspect alimentaire, l'aspect consommation, plein d'autres aspects de notre vie quotidienne. Et pour un projet, c'est la même chose. Il y a la notion de transport. On peut essayer d'économiser. C'est ce qui a été fait par un des projets de La Réunion, où il y a une personne sur deux qui s'est déplacée. Ça peut être de choisir des villes stratégiquement, l'emplacement stratégique, de façon à limiter l'empreinte. Mais c'est aussi dans la vie de tous les jours du projet, dans les événements comme celui-ci, au fur et à mesure du déroulé du projet. Merci pour ces éléments. Non, c'est très bien. On va maintenant s'intéresser à un projet qui est porté actuellement par Nantes Université, et nous accueillons Lucille Pogam pour nous en parler. Donc Lucille, ainsi que le mentionnait M. Cobet tout à l'heure, on a bien vu que l'analyse des besoins, c'est central dans le montage d'un projet. À partir de là, est-ce que vous pouvez nous expliquer le cheminement qui a conduit Nantes Université à se positionner en tant que coordonnateur sur ce projet ? Oui, tout à fait. Merci déjà de m'avoir invité aujourd'hui pour cette intervention. Je voulais juste rapidement présenter le projet pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que je vais évoquer plus tard. Donc, c'est un projet qui s'appelle Universiné, sur lequel je travaille aux côtés de Gloria Paganini, qui est donc la porteuse du projet et qui est aussi maîtresse de conférences en études italiennes à Nantes Université. C'est un projet qui cible sur 2 ans la création d'un jury étudiant international de cinéma. C'est un projet qui est en lien avec les festivals de cinéma Universiné à Nantes, donc qui sont des festivals universitaires, mais de cinéma européen. On a le festival allemand, britannique, à l'Est et italien. Le projet Universiné, il est porté par un consortium de 6 universités en Italie, en Autriche, en Bosnie-Herzégovine et donc à Nantes, qui est l'université coordinatrice. Globalement, on forme des étudiants en master, on les forme au cinéma européen, au sous-titrage de films, aux missions de jury de cinéma et on les sensibilise à la valorisation scientifique. En ce qui concerne les besoins, ils sont multiples et pour différents acteurs, donc que ce soit les établissements, les porteurs de projets et les étudiants. Dans le cas de Nantes Université, les besoins, ça va être surtout d'échanger ou de confronter les expertises avec d'autres établissements dans le but de gagner en compétences, mais aussi de créer des synergies.
C'est aussi créer ou renforcer des coopérations avec d'autres universités, mais aussi, comme le précisaient mes collègues, des acteurs de la société civile ou du monde socio-économique. C'est aussi répondre aux besoins d'amélioration des offres de formation en proposant par exemple des mobilités courtes ou des activités très diverses pour les étudiants. Et le besoin de favoriser l'intégration de méthodes d'apprentissage innovantes. Et donc là-dessus, je rejoins mes collègues sur le numérique, l'écologie, l'inclusion, etc. Dans le cas du projet Universiné, c'était le besoin de créer une formation au cinéma et par le cinéma et de la rendre internationale. C'était aussi le besoin de créer de nouveaux ponts entre le monde de la culture et le monde universitaire, de la recherche et pédagogique. Comme j'ai précisé, les festivals dans lesquels le projet prend racine sont déjà des festivals universitaires, mais c'était vraiment le moyen de créer des ponts en plus. Le besoin aussi de regrouper un consortium et des étudiants aux formations complémentaires. On a par exemple des enseignants-chercheurs et des étudiants en sociologie, en communication, en langue. Et enfin, le besoin de créer une formation pluridisciplinaire et innovante. Dans le cas de Universiné, c'est notamment sur le numérique. Voilà. Merci. On va maintenant s'intéresser au consortium. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment il s'est constitué? Est-ce que vous avez pu profiter de dynamiques préexistantes, peut-être? Oui, dans le cadre de Nantes Université, il existe un réseau de partenaires scientifiques des porteurs sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Et il existe aussi évidemment un réseau d'universités qui est déjà présent. Et on a notamment aussi des alliances européennes comme Uniwell qui permettent aux porteurs de projets de puiser et d'avoir une base solide de réseau. Dans le cas du projet Universiné, c'est aussi parti donc, d'un réseau de partenaires internationaux de la Faculté des langues et cultures étrangères et de relations interpersonnelles très fortes entre les membres de l'équipe. Entre les différents membres de l'équipe que vous voyez donc, sur la slide, il y a eu des rencontres qui se sont basées sur des événements cinématographiques, pédagogiques et scientifiques. Donc, par exemple, dans le cadre des festivals Universiné, de colloques, ou par exemple avec l'Université de Gênes, il existe depuis 20 ans une convention de mobilité Erasmus, donc entre Gênes et Nantes, donc, ce qui a facilité le réseau. C'est toujours un plus de connaître les personnes avec qui on va monter un projet. Ça permet d'assurer une collaboration efficace et surtout pertinente. Merci. Alors maintenant, on va s'intéresser aux impacts du projet. Comme le mentionnait M. Cobet tout à l'heure, c'est là un aspect essentiel du projet et c'est d'ailleurs l'un des critères sur lesquels les dossiers de candidature vont être notés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels ont été les bénéfices apportés par le projet sur les différentes parties prenantes, s'il vous plaît ? Donc, pour l'établissement, donc dans le cas de Nantes Université, ça a permis le renforcement et la création de partenariats forts entre universités européennes ou internationales. Ça a aussi permis de renforcer les capacités et les compétences internes au niveau de l'innovation pédagogique ou de la structuration de la recherche, par exemple. Ça a permis de développer des liens avec le monde socio-économique, la société civile et les acteurs du territoire. Et un renforcement aussi de la collaboration intra-établissement au niveau, par exemple, des relations internationales, des différents pôles et laboratoires. Dans le cas du projet Universiné, là je vais plutôt parler pour les apports sur les enseignants-chercheurs et les étudiants. Donc pour les enseignants-chercheurs, c'est l'occasion de vivre des activités professionnellement et humainement stimulantes. Ça permet aussi d'élargir son expertise et ses compétences, de développer donc, dans ce projet-là le lien avec les acteurs audiovisuels, que ce soit les associations, les festivals de cinéma, les salles de cinéma, les sociétés de production et de distribution. Ça permet d'avoir une meilleure connaissance globale des projets européens et des montages de projets, parce qu'on touche un petit peu à tout quand on fait ce genre de projet. Ça permet aussi d'améliorer les méthodes d'enseignement avec des nouvelles approches comme des workshops, des ateliers et un développement des travaux de recherche. Donc, dans le cadre du projet, on a eu beaucoup d'enseignants-chercheurs qui ont co-créé en fait, des recherches et des travaux. Et je reprends du coup les mots de Anna Geoffrey, qui est la coordinatrice du projet à Gênes, qui a nommé ce genre de co-création l'intelligence collaborative, et c'est vraiment ce mot-là qui ressort du projet. Du côté des étudiants, ça a permis de les sensibiliser à beaucoup de choses et à développer des nouvelles compétences chez eux, qu'elles soient linguistiques, cinématographiques, techniques ou numériques. Bien sûr, ça a renforcé un sentiment de citoyenneté européenne. Ça, c'est quelque chose qu'ils nous ont vraiment exprimé.
Ils ont aussi eu un gain de confiance en eux et une estime de soi, et ça c'est non négligeable selon nous. Ça a créé des amitiés fortes et transnationales, ça c'est quelque chose qu'on a aussi pu très bien observer. Et pour finir, ça a permis de créer pour eux un réseau professionnel et de recherche avec des liens forts avec les enseignants-chercheurs. Pour terminer, je voulais revenir sur la notion d'innovation pédagogique qui a été évoquée par mes collègues. Donc, dans le cas du projet Universiné, c'est surtout en lien avec l'innovation numérique qu'on met en avant de manière transversale, donc à travers la formation des étudiants qu'on fait en format hybride. Il y a 2 mobilités courtes et il y a aussi de la formation qui se fait en distanciel. Ils s'entraînent à sous-titrer professionnellement des films sur un logiciel. Ils ont une plateforme collaborative de travail en ligne. Ils visionnent les films en compétition sur une plateforme partenaire de streaming. Et on retrouve aussi le numérique dans les pratiques du consortium, que ce soit les réunions qui se font en visioconférence, la captation vidéo des différents colloques, la communication digitale, la création de capsules vidéo, etc. On a la volonté, en tant que consortium, là, de poursuivre ce projet en 2025, sur 3 ans cette fois, avec aussi une focalisation sur, cette fois, encore plus de défis liés à l'inclusion qui prennent une place très, très importante, non seulement dans les projets Erasmus, mais aussi dans le milieu culturel et des festivals et du cinéma. Et ça passerait notamment par la formation à l'audio-description. Merci pour ce partage. Et avant de passer à la session de questions-réponses, on va visionner une vidéo qui présente le projet Universiné. Oui, c'est une vidéo. Voilà, donc un exemple parlant de ce qui peut être concrètement réalisé dans le cadre de projets de partenariat de coopération. Merci à nos intervenants pour tous ces éléments et on va donc maintenant passer à la session de questions-réponses. C'est à vous. S'il n'y a pas de questions tout de suite, peut-être que vous souhaitez dire un petit mot pour conclure. Peut-être, Lucille, aussi dire un petit mot sur la vidéo pour recontextualiser, parce que ça nous a permis aussi de voir ce qu'il était possible de faire concrètement dans le cadre d'un projet KA220. Oui, alors nous, on tient vraiment beaucoup à la création de vidéos parce qu'on trouve que c'est un moyen de faire connaître le projet qui reste dynamique et qui a un format qui plaît à tout le monde, surtout dans les formats courts et qui parle beaucoup plus aussi aux jeunes. Du coup, c'était une vidéo qui présentait la première mobilité des étudiants à Nantes Université, donc première étape de leur formation, où voilà, vous avez tout vu dans la vidéo, ils sont venus découvrir ce que c'était qu'un festival européen et ils ont commencé leur formation de sous-titrage. Et en fait, cette mobilité se suit par 2 phases, donc en distanciel, où ils apprennent à sous-titrer un film qui est en compétition au Festival Universiné italien sur le mois de mars suivant. Et une phase où ils regardent tous les films en compétition au Festival italien et où ils délibèrent ensemble, vraiment une délibération internationale de jury en visioconférence. Et donc leur formation se termine en juin. Cette année, c'était à Innsbruck, en Autriche, où s'organise une masterclass autour du film qu'ils ont élu,
donc le prix Universiné 2024, en présence de l'équipe du film. Cette année, il y avait le réalisateur et l'acteur principal du film. Le film, c'était Stranica d'Amori de Giuseppe Fiorello, une histoire d'amour entre deux jeunes garçons qui se finit très tragiquement et qui est un fait divers qui a réellement existé en Italie. Et voilà, c'est une expérience qui pour nous se termine parce que le projet finit en septembre 2024 et on ressort, je pense, enfin tout le monde ressort de cette expérience avec une note très positive, que ce soit les étudiants ou le consortium. Et comme vous mentionnez, vous envisagez de candidater pour un nouveau projet par la suite, donc dans la notion de pérennisation, c'est là une bonne pratique. Est-ce que vous voulez peut-être réagir? C'est exactement ce que je voulais aborder, le fait que poser la question si vous comptiez recandidater. En fait, c'est vrai que dans la pérennité du projet, il y a le fait de rendre vivant des résultats, des sites d'apprentissage, des choses comme ça. Donc trouver un système de cofinancement pour les maintenir à flot pendant encore quelques années. Mais il y a aussi le fait de continuer l'aventure en modifiant le projet. Et ça a été le cas pour beaucoup, je pense. Enfin, un certain nombre de projets qui sont enchaînés en fait en plusieurs partenariats. Et c'est extrêmement impactant au niveau européen. Merci. Une question dans la salle. Oui, bonjour, ici Jean-Marie Pincemin, je travaille à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Je voulais poser une question sur l'Ukraine. Vous avez mentionné l'Ukraine. Est-ce que tous les types de projets des actions Clé 2 sont ouverts? Est-ce que les modalités de consortium sont les mêmes quand on pense à un projet avec un partenaire ukrainien? Donc, les partenariats KA 220 sont ouverts pour l'Ukraine. Les universités européennes, ils pouvaient être partenaires associés. Pour les autres, renforcement de la capacité, il n'était pas sur la slide parce qu'il n'est pas traité dans ma direction, mais c'est aussi ouvert. Et là, pour le coup, c'est vraiment très pertinent. Il faut savoir que KA 131 est ouvert pour faire venir des étudiants ou du personnel ukrainien. Donc il faut s'en servir parce que c'est plus facile que le KA 171. Donc voilà, il y a, je veux dire, en tout cas KA 220 c'est ouvert. Les autres, je connais moins. Mais pour les universités européennes, je sais qu'ils pouvaient être partenaires associés et beaucoup d'alliances ont choisi des partenaires ukrainiens. Qui peuvent se rajouter oui. Après. Ouais. Bonjour. Bonjour, Maya Stoilova, EDC Paris Business School. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur le financement et la pérennisation des projets? Par exemple, nous sommes porteurs d'un projet dont le but est de créer une plateforme de e-learning pour permettre aux étudiants d'améliorer leurs compétences entrepreneuriales. Dans un monde où les compétences évoluent très très vite, cette plateforme, une fois que nous aurons fini le projet, la plateforme aura besoin d'être mise à jour assez régulièrement. Et sauf bien sûr déposer une nouvelle candidature, est-ce qu'il y a un moyen de, je ne sais pas, par exemple, de commercialiser juste une partie des résultats, ce qui permettrait la mise à jour régulière de la plateforme? Est-ce que ceci existe comme pratique? Yves, est-ce que vous voulez répondre? Alors, il y a sûrement un cadre juridique, donc l'agence sera peut-être mieux à même. Je sais que dès lors que les évaluateurs accordent une grande importance au fait que les productions soient transférables sur leur nature et soient aussi en libre accès. Et c'est extrêmement important pour que ça soit réellement à la disposition de tous les organismes, quels que soient leurs moyens financiers. Et dès lors qu'il y a un aspect commercial qui pourrait être lié à certaines productions, ça devient compliqué, je pense. Le principe, c'est que ça soit financé par l'Europe pour mettre à disposition de l'espace d'enseignement européen. C'est ça, l'un des prérequis en matière de résultats et qu'il soit librement et gratuitement accessible à tous. Donc ça entre un petit peu en contradiction avec ce prérequis.
Pour quand même vous donner une piste de réflexion, je pense à un projet que j'ai vu récemment où on était justement sur une plateforme de e-learning et se posait la question de la pérennisation à la fin du financement. Et eux ont envisagé, pour justement éviter que la plateforme devienne obsolète trop vite, de garder quand même le squelette de la plateforme, les différentes compétences abordées, mais de solliciter les étudiants pour actualiser les données qui seraient devenues obsolètes. Donc vraiment sous forme de cas pratiques, de travailler avec les enseignants et de solliciter les étudiants pour actualiser la plateforme. Donc ça peut être une piste de réflexion pour éviter d'avoir recours à la commercialisation. Voilà. Il y a les compétences en interne, généralement, dans la maintenance des sites web de l'institution. Bonjour, j'ai une petite question. Alors Delphine Bichet, je suis chercheuse au CNRS en biologie et je me demandais sur l'expertise, sur l'évaluation des projets, comment ça se passait. Donc c'est des experts spécifiques dans la thématique. Et après, comment se fait l'interclassement? Est-ce que il y a des priorités, comme vous disiez à un moment donné, nord-sud? Est-ce qu'il faut après rentrer par exemple, il y a un premier classement et après un deuxième classement en fonction de ces priorités-là? Alors, je parle de mon niveau, puis ensuite vous parlerez du vôtre. Non, pour moi j'ai candidaté justement pour être évaluateur auprès de l'agence parce que j'avais bénéficié du cadre d'évaluation européen en tant que porteur de candidature et je trouvais que c'était transparent. C'est-à-dire qu'on avait accès au guide de l'évaluateur, à tous les critères. Et travailler dans ces conditions, c'est très confortable pour l'évaluateur comparé à d'autres missions d'expertise. Et on n'a pas à être en fait spécialiste du domaine. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu évaluer la candidature de Nantes Université sur le cinéma parce que associé à cette évaluation, il y a une grille avec des sous-critères et c'est des sous-critères qualitatifs. Et on se rend compte si le processus de sélection des étudiants qui seront impliqués dans les activités est inclusif, donne une priorité à des personnes avec des besoins spécifiques, quel que soit le thème du cours, en fait, que ce soit de la biologie, de l'écologie ou des arts dramatiques. Donc, et c'est... Enfin, d'expérience, vous pourrez compléter, mais les évaluateurs en fait ne se raccrochent jamais au thème en disant ben non, ça vaut pas le coup, moi je suis du domaine, je considère que c'est une mauvaise idée. C'est toujours en fait, c'est pas objectif ça. Donc il faut toujours se raccrocher à la grille d'évaluation, ce qui fait qu'on peut très bien évaluer une proposition qui n'est pas du tout de son domaine thématique. Et ensuite, pour les interclassements, c'est plutôt le budget, mais là, nous, on n'est plus du tout... Moi, j'ai pas trop d'éléments. Une fois que la note est donnée... Sur ce point, Manon, je ne sais pas si toi... Non, j'ai rien à compléter. Okay. Je pense que vous avez bien répondu à la question. Merci. Je crois que j'avais vu une autre question. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Gaël Amont, à la plateforme Projet Européen Bretagne. J'ai une question sur le fait justement de candidater à de resoumettre des projets pour la continuité. Est-ce que vous aurez aussi des conseils à donner justement sur comment imaginer une autre candidature? Est-ce qu'il faut élargir le consortium, aller plus loin? Comment ne pas présenter le nouveau projet comme une simple continuation? Est-ce qu'il y a vraiment aussi l'idée d'aller plus loin? Voilà, merci. Toujours moi. Oui, en fait... dans l'analyse de besoins, vous devez, même si c'est votre première candidature, vous devez vous positionner par rapport aux autres projets existants, que ce soit financé par l'Europe ou autres, mais surtout évidemment financé par l'Europe. Donc il faut montrer qu'il y a une complémentarité. Donc si vous capitalisez sur un partenariat qui a déjà été qui a bien avancé, qui est pas performant mais impactant, ça va ouvrir d'autres portes. Un petit peu comme la recherche, c'est-à-dire dès qu'on commence à chercher, on trouve, ça amène d'autres questions et on doit aller plus loin. Et en fait, les objectifs peuvent être de plus en plus ambitieux et ça peut aussi permettre d'ajouter des partenaires sur une autre zone géographique. Mais il faut apporter évidemment quelque chose de nouveau. Bonjour, Sadek Kourkia du JIP académique de Bourgogne, Académie Tijan.
Et ma question, elle est plutôt d'ordre technique, parce que depuis tout à l'heure, on voyait passer la European Student Card Initiative. Et alors, on en est où en France? Et nous, en tant que porteurs de projets au JIP académique, on est porteurs de projets de l'action clé 1 comme de l'action clé 2. On fait de la mobilité de personnel, comme surtout beaucoup de mobilité d'apprentis. Est-ce que nos apprentis qu'on fait partir sont éligibles à la European Student Card? Si oui, comment procéder, sachant qu'on est JIP académique? Donc c'est vraiment très technique. Je ne sais pas si c'est le bon moment de poser cette question ou pas. Mais alors déjà, on en est où? Merci. Plutôt pour Fanny, oui, sachant que l'initiative carte étudiante européenne ne concerne pas l'action clé 2 pour l'instant, seulement l'action clé 1. Mais si vous voulez développer. Oui, alors je ne suis pas vraiment la personne la plus à même de vous répondre, mais je peux vous mettre en relation avec certains de mes collègues qui travaillent à plein temps dessus. Donc en fait, la carte européenne d'étudiants, ce n'est pas simplement la carte européenne. Il y a Erasmus Without Paper, enfin Erasmus sans papier. Il y a Erasmus Plus App. Il y a en effet la carte européenne, mais qui n'est pas une carte en plus de la carte européenne, de la carte d'étudiants que les étudiants ont actuellement. Et ça peut être une carte dématérialisée. Et en fait, c'est un projet, c'est une initiative favorisant la digitalisation des processus de mobilité. Donc après, il faut se connecter à Erasmus Without Paper. Et ça dépend vraiment de votre situation. Je ne peux pas vous répondre comme ça parce que je ne sais pas si vous avez ce qu'on appelle dans le jargon un third party provider ou si vous vous connectez en direct. Donc j'ai du mal à vous répondre comme ça. Mais dans la salle, vous avez des représentants d'universités qui sont les champions Erasmus Without Paper. Et donc, je vous incite à vous mettre en contact avec eux pour échanger les bonnes pratiques. Vous avez, je pense, entre 5 et 10 établissements d'enseignement supérieur français qui ont été nommés Erasmus Without Paper Champions. Et c'est eux, ils peuvent vraiment vous guider, en fait, pour ça. Oui, bonjour. Je suis de l'autre côté. Merci. Je représente un établissement sur Marseille qui fait de l'enseignement supérieur principalement et une petite partie bac. Et j'avais donc deux questions. La première, c'est est-ce que la CAE 220, est-ce qu'un seul projet peut toucher deux secteurs éducatifs, c'est-à-dire school et HED? Est-ce que c'est possible? Et ma deuxième question, c'était, en fait, j'arrive pas à percevoir quelle est l'importance des mobilités individuelles ou de groupe dans les projets CAE 220. Alors, vaste question si je puis dire, mais pour commencer à répondre, l'idée... Alors, pardon, j'ai totalement perdu le fil de ce que je voulais dire. Cible de public cible. Ah oui, voilà, sur le secteur éducatif, la chose à savoir, c'est que vous allez devoir émarger sur un secteur éducatif précis. Après, les porteurs de projets sont encouragés à favoriser les synergies entre tous les secteurs éducatifs, mais il faudra bien que votre secteur éducatif soit bien identifié dès le dépôt de candidature, sachant que le secteur éducatif choisi ne va pas dépendre de la nature de votre organisme, mais du public cible choisi, en fait. Donc, vous pouvez être un établissement d'enseignement supérieur, mais si le public cible, c'est des élèves de collège, par exemple, là, vous pouvez émarger sur les secteurs scolaires. Donc, ça va vraiment dépendre du public cible et pas de la nature du consortium, des partenaires qui sont présents. Voilà, donc toujours la notion de synergie entre les secteurs qui est importante. Et la deuxième partie de la question... Mobilité de... Oui. En fait, tout dépend des objectifs. Parce que typiquement, c'est une activité... si le projet inclut des activités de formation... ça peut être par exemple de créer des modules d'enseignement à destination d'étudiants et de créer une semaine d'activité de test où en fait des étudiants, des petits groupes d'étudiants de chacune des universités vont aller tester et contribuer en fait à la création des modules. Donc ça, c'est une mobilité qui est tout à fait explicable. Ça permet d'inclure aussi dans les activités, dans la réalisation, les étudiants. Et on comprend qu'il y ait une mobilité pour développer ce résultat. Dernière question devant. Bonjour.
Bonjour à tout le monde. Une question concernant la composition du partenariat. Les partenariats de coopération ont cette particularité de pouvoir associer plein d'acteurs, ce qui est quand même unique, je crois, par rapport à tous les projets KA2 qui existent. Peut-être les alliances de l'innovation le permettent, mais donc question ouverte. Qu'est-ce qui a été recherché par la Commission, en tout cas quand il y a eu cette ouverture à cette multitude de partenaires, ou peut-être à mes collègues de l'agence ou aux personnes ici présentes, quels sont des exemples de bons projets que vous avez pu lire, voir, faire avec justement cette multitude d'acteurs et pas uniquement des universités. Est-ce que vous voulez commencer, Fanny, peut-être ? Alors, moi, je ne vois pas personnellement les projets qui sont développés. C'est pour ça que cette rencontre, elle est vraiment très intéressante, parce que j'ai oublié de le dire, enfin, c'était sur une des slides, mais je vous invite vraiment à consulter la plateforme Erasmus Plus Project Result Platform, parce que c'est là où vous voyez la description courte des projets qui ont été sélectionnés et de leurs résultats. Et vous pouvez voir très rapidement si ce sont des bonnes pratiques, donc s'ils ont été évalués au-delà de 80 points. Mais du coup, j'ai un peu perdu le fil. Mais en fait, tout dépend vraiment de la spécificité de votre projet. Il n'y a pas une recette spécifique. Il faut vraiment... selon votre analyse des besoins, selon votre projet, vous allez soit vous diriger vers des associations, soit vers l'industrie, soit vers les collectivités locales. Enfin, c'est tellement varié. Et je pense que tous les ateliers, après, vous allez voir ce qui est possible. Moi, je trouve que cette action, elle est géniale pour ça. De mémoire, en fait, alors c'est un souvenir qui est un peu flou, parce que c'est un projet qui devait être un petit peu ancien, qui traitait de... Et il y en a eu toute une succession, donc, sur tout ce qui était développement économique durable, où il y avait une partie académique, donc enseignement supérieur, sur les concepts clés, sur la notion économique, écologique, qui traitait des traitements de déchets et des circuits courts, et qui s'appuyait sur les collectivités, puisqu'elles sont confrontées à la gestion des déchets, sur des industries qui sont amenées à modifier les matériaux pour que ça soit recyclable, sur des associations qui développaient les circuits courts, etc. En fait, il y avait tous les... Je ne sais pas si on peut appeler ça une chaîne de valeur, c'est pas mon domaine, mais en fait tous les maillons, en fait, pour pouvoir aller transférer des compétences, des connaissances jusqu'aux acteurs vraiment de terrain. Donc c'est un exemple assez parlant. Et moi, j'ai souvenir d'un consortium d'université, qui était porté par l'université, mais qui avait donc émergé sur le secteur de l'enseignement scolaire. Et j'ai plus trop d'éléments sur le sujet, mais c'était donc preuve que ça existe et que nous encourage à explorer le champ des possibles. Donc n'hésitez pas à contacter des partenaires avec lesquels vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler, explorer un peu vos réseaux, regarder les complémentarités, et voilà. Ouais, tout ce qui est formation de formateurs aussi, oui, de modifier la formation pour adultes par l'enseignement supérieur. Mmh. Voilà, ou après la formation de professeurs, par exemple, des universités peuvent réfléchir à des cursus à développer sur, par exemple, l'égalité des genres ou les discriminations qui peuvent être ensuite enseignées, que ce soit à l'école primaire, au collège. Voilà, plein de choses sont possibles, et il faut juste se poser un petit peu, réfléchir. Fanny, vous voulez compléter ? Oui, il y a aussi tout ce qui est jeunesse et sport, parce que ça, c'est traité par l'autre agence. Mais en fait, il y a plein de choses qui peuvent être faites. On a vu des universités, notamment parce qu'il y a des universités qui ont des filières STAPS, qui ont mené des projets sport. Et puis, tout ce qui est la jeunesse, souvent, ce qui manque aux associations de jeunesse, c'est qu'elles n'ont pas l'expertise pour monter des projets, les mettre en œuvre. Et donc, avoir le soutien et l'expertise d'une université, ça peut être très très précieux. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets dans ce style-là, mettez-vous en contact aussi avec ces secteurs-là, et je suis sûre que ce sera vraiment une plus-value.
Les instituts de formation des professeurs aussi, on peut y penser, ça peut être intéressant de travailler avec eux. Hein. Voilà, après si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes, on pourra vous renseigner plus avant sur le sujet. Merci. Merci à tous. Nos 3 intervenants, on va pouvoir conclure. On espère en tout cas qu'on aura pu vous donner envie de vous positionner sur des projets de l'action Clé 2 et on espère surtout vous avoir montré toute la diversité, toute la richesse de ce type de projet, que ce soit en termes de thématiques, de consortiums. Vous pouvez vraiment explorer plein d'opportunités. Donc merci pour votre participation et merci à nos 3 intervenants. Oui. Merci. Merci de votre attention, merci pour ces interventions. Je vais citer Manon. Moi, j'ai très envie de poser un partenariat de coopération maintenant, donc j'espère que vous aussi, mais j'ai pas le droit, je suis à l'agence, donc je compte sur vous. On va enchaîner sur les corners pour que vous puissiez continuer à échanger sur nos différents stands. Ici, dans quelques minutes, vous aurez la présentation de RecTech. Donc, c'est le référentiel pour l'évaluation des compétences transversales. On a vu qu'une des priorités de ces actions clés, c'était notamment travailler sur les référentiels de compétences. Et donc, RecTech en propose un sur l'employabilité et la certification. Et c'est notamment issu d'un partenariat Clé 2. Donc, on vous invite à venir découvrir ça dans une présentation flash dans l'amphithéâtre dans quelques minutes.